Bonjour et bienvenue dans Prépa Performance. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir non pas un, mais deux invités. Sean est préparateur physique en Suisse et créateur de la chaîne YouTube Upsa Strength, et Michael est préparateur physique à Bayonne. Tous deux exercent dans le rugby. Nous allons pouvoir échanger sur ce sujet et cette discipline. C'est parti. Michael et Sean, bienvenue dans Prépa Performance. Je disais en introduction que vous étiez tous deux préparateurs physiques dans le domaine du rugby. Sean, tu travailles en Suisse. Michael, toi, tu es à Bayonne, dans le sud-ouest de la France. L'idée de cet échange, c'est de pouvoir parler de vos méthodes d'entraînement respectives. Donc, ma première question très générale, après que vous vous soyez présenté, qu'est-ce que c'est que pour vous la prépa physique dans le monde du rugby? Petite présentation, je m'appelle Sean Seal, je suis préparateur physique rugby et coach sportif à Nyon, en Suisse. Je travaille notamment avec le club local à Nyon, le Nyon Rugby Club. On est en première ligue suisse, on a une équipe réserve aussi, une équipe féminine, on a les anciens aussi et des sections juniors U18, U16. Et je travaille aussi avec l'Académie nationale suisse, donc de U16 jusqu'à U20. Et j'ai aidé un petit peu plus étroitement les U18 suisses l'année dernière. Donc, principalement dans le rôle de préparateur physique, autant au club qu'avec la fédération. Alors moi, Daléry Michael, donc je suis basé à Bayonne. J'ai plusieurs casquettes, donc je suis coach sportif à mon compte, je suis indépendant. Et à côté de ça, je m'occupe de la préparation physique de l'équipe féminine de Bayonne, qui évolue en Ligue 1. Donc voilà, dans un club où l'équipe Fagnon, les seniors évoluent en Fédéral 3. C'est marrant en fait, parce que du coup l'équipe féminine évolue au meilleur niveau national. C'est un grand plaisir de vous rejoindre. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, vous, sur votre vision de la prépa physique dans le monde du rugby? Je sais que pendant plusieurs années, justement, la musculation notamment a pris une part importante sur la prépa. Qu'est-ce que toi, Mika, tu préconises et comment tu vois la prépa physique au travers du monde du rugby? Alors en fait, moi la prépa physique, si tu veux, je la scène un peu en deux, c'est-à-dire que je partirai d'une prépa physique générale et une prépa physique spécifique. Donc la prépa physique générale, en gros, ce serait le fait de pratiquer une activité sportive en tout genre, en fait, juste pour s'entretenir ou, comme on peut entendre des fois, juste faire du sport. Donc voilà, on peut parler de prépa physique générale quand on reprend une activité, même si on va dire la durée de la fameuse PPG, elle est beaucoup plus courte qu'il y a 10, 15, 20 ans. La prépa physique spécifique, elle prend le dessus très vite et on rentre dans le vif du sujet dès le début de la saison. Donc après, la prépa physique spécifique, pour moi, elle est répartie en 5 catégories, c'est-à-dire qu'il y a une prépa physique, la prépa physique sportive, où en fait on va vraiment se servir de la préparation pour optimiser la performance dans une discipline sportive. Donc ça peut être le tennis, le foot, dans notre cas le rugby. Après, il y aura les sports de force, où on va intégrer la force athlétique, l'haltéro, le strongman. On va avoir la prépa physique du crossfit, en fait, qui est devenu maintenant un sport. Donc, pour rappel, c'est un mélange de force, c'est un mélange d'haltéro, c'est un mélange de gymnastique, de strongman et de conditioning, en fait, où on va intégrer du vélo, de la course, du rameur, des burpees, la natation qui est en train d'intégrer petit à petit. Donc, en fait, comme dit Aurélien Brossal, c'est un sport qui est mutant, en fait, qui est toujours en train d'évoluer, qui est toujours en train de prendre, on va dire, des infos à droite à gauche et qui l'intègre à sa pratique. Donc voilà, en gros, il y aura prépa physique sportive, tout ce qui va être sport de force, tout ce qui va être sportif, crossfit, pardon. Il y a le culturisme aussi qui fait partie des prépas physiques spécifiques, c'est-à-dire qu'on va se retrouver sur un sport d'esthétique et souvent ça les gens ils font pas bien la distinction entre la musculation et le culturisme. Les culturistes ils font de la musculation pour justement être le plus esthétique sur scène. Il y a vraiment un aspect entraînement et derrière il faut savoir qu'ils prennent aussi des cours pour poser sur scène, pour être du coup le plus élégant. Dans le culturisme, il y a quand même une particularité, c'est que tous les facteurs de la performance, ils sont souvent poussés à l'extrême. C'est-à-dire que la nutrition, le sommeil, tout ce qui va vraiment jouer sur ces aspects-là, ils les poussent vraiment, ils mettent le curseur très très haut. Donc voilà. Après, la dernière catégorie, on va dire, de prépa physique, c'est la prépa physique APA, activité physique adaptée, où là, on va plus être sur en fait, les capacités vraiment des personnes qui sont atteintes de maladies chroniques ou de handicap. Donc après, nous, dans le rugby, on est dans le cas vraiment d'une prépa physique sportive. Donc en fait,
toutes les formes de préparation physique peuvent être intégrées dans le rugby ou dans n'importe quel sport. C'est-à-dire qu'on peut chercher à prendre du poids, on peut chercher à développer sa force max, à faire voilà, le classique. Mais pour moi, et vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi, la pratique sportive, quand on pratique un sport, elle doit rester prioritaire. C'est-à-dire que c'est vraiment l'aspect terrain qui doit primer. Tu es bon en rugby, en jouant en rugby, tu n'es pas bon en rugby parce que tu fais 250 kg en squat. Donc voilà. Donc moi, de mon expérience, j'ai été joueur pro. Et en fait, moi, le premier, je passais énormément de temps en salle de musculation. Et même à me rajouter des séances en plus de celles qui étaient prévues dans le planning de la semaine. Donc en fait, le problème, ça va pas être de passer beaucoup de temps en musculation, du moment où le travail, en fait, il est pertinent, il est ciblé. Le problème, ça va être que souvent, on est toujours en train de se dire il faut pousser les séances de muscu à l'extrême, il faut s'envoyer comme des chiens. Sauf que derrière, tu ne marches pas pendant 2 jours, tu n'arrives plus à accélérer sur le terrain, ou tu as des pecs qui sont comme ça, tu n'attrapes plus un ballon. La prépa physique, elle n'est plus du tout adaptée. Il faut bien faire le distinguo entre la prépa physique spécifique, où en fait, on va vraiment se servir de la musculation pour optimiser la performance sur le terrain, et la pratique vraiment, par exemple, des sports de force. Le sport de force, les strongman, la force athlétique, leur sport, c'est lever la charge la plus lourde possible. Donc, en fait, ils s'entraînent pour lever la charge la plus lourde possible. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc, leur pratique sportive, en fait, elle passe directement par l'entraînement. Donc, sur ça, en fait, il n'y a pas de problème. Le rugby, ça va être un petit peu plus compliqué. Tu vois, idem que le crossfit. Le crossfit, au final, les mecs, ils se mettent au crossfit parce qu'ils ont envie de faire une activité, on va dire, un peu générale, ils touchent à tout. Donc, c'est génial. Mais en fait, on se rend compte qu'ils accrochent très vite. Et derrière, ils basculent au bout de 3, 4, 5, 6 mois sur les compétitions. Et la compétition, qu'est-ce que c'est? C'est juste le miroir de ce qu'on va retrouver dans les box. En fait, on s'entraîne pour préparer des compétitions. Donc voilà. Donc, ce que je dis, en fait, c'est pas qu'il y a des mauvaises méthodes de travail ou des bonnes méthodes de travail. Pour moi, toutes sont bonnes. Mais dans une prépa physique vraiment sportive, il faut qu'elle soit adaptée. Et en fait, c'est vraiment, je pense, le maître mot de notre métier. C'est qu'on doit toujours s'adapter au sport, aux individus qu'on a en face de nous, au contexte. Enfin, voilà, c'est vraiment un métier d'adaptation et c'est ce qui fait, je pense, la richesse de notre métier. Je suis carrément d'accord et c'est sûrement à cause d'autant d'adaptation que j'ai jamais eu ce problème de pec qui m'empêchait d'attraper un ballon. Sean, est-ce que toi tu te retrouves dans cette description et comment tu perçois la prépa physique dans le rugby? Ouais, absolument. Ce que je relève le plus, c'est qu'il faut garder, le sport doit rester l'objectif principal. Tant qu'on garde ça en tête, en fin de compte, on va aligner toutes nos actions et toutes nos méthodes et toute notre structure par rapport à l'idée qu'on essaye d'améliorer les compétences d'un rugbyman pour le rugby. Donc, dans ce sens-là, je vais tout à fait dans le même sens. Après, le cadre que j'aime bien utiliser, que je trouve pratique, c'est plus général, en allant un pas, on va dire, plus loin que la préparation physique. Pour parler de la préparation sportive, pour moi, il y a 4 aspects fondamentaux qui sont travail technique, travail tactique, travail mental et travail physique. Donc, ces 4 aspects-là, ils se retrouvent et ça fait la majorité de la grande majorité de tout le travail qui va être fait en termes de préparation sportive. Après, si on descend d'un cran, on va dire, on prend la loupe et on regarde d'un peu plus près l'aspect préparation physique. Ce que j'ai trouvé pratique, c'est de la diviser en certaines catégories, hein, comme tu l'as très bien décrit avant, et par rapport aux différentes compétences physiques qu'on va devoir avoir pour être bon dans le rugby. Donc, je commence toujours par la vitesse, donc que ce soit linéaire, multidirectionnel, donc le sprint, et ça c'est les départs, les accélérations, les vitesses max, la vitesse endurance si on veut aller jusque là. Après, on a tout ce qui est de la force, on en parlait juste avant, de la force explosive et réactive. Donc on peut parler des sauts, on peut parler des plios, on peut parler des lancers de medicine ball par exemple. Après, on a tout ce qui est force plus balistique, donc peut-être des sauts lestés, des sauts en squat lestés, des lancers qui sont un petit peu plus lourds, sans nécessairement avoir accès au cycle de raccourcissement et c'était quoi déjà? Étirement, raccourcissement. Étirement, raccourcissement, qui en anglais est le stretch shortening cycle, et je ne connais pas la terminologie en français, donc merci beaucoup Jason pour la précision. Ensuite, on part sur tout ce qui est force lente et lourde, si on veut, donc vraiment renforcement, donc avec les mouvements principaux, les squats, les deadlifts, les développés couchés, les tractions. Après, on passe sur le travail accessoire. Donc, on peut parler de travail préventif aussi au niveau de la nuque, au niveau des chevilles, au niveau de la sangle abdominale. On peut parler aussi de travail de musculation au niveau des épaules qui sont importantes simplement au niveau sécurité aussi pour le sport qu'on pratique. Après, on passe sur tout ce qui est endurance, conditionnement. On peut l'appeler
plusieurs différentes manières. Et on termine avec tout ce qui est du travail de corps à corps, du travail de lutte, si on veut, donc tout ce qui est contact et plaquage, contact et impact, qui a quand même on va dire des caractéristiques qui sont différentes de toutes les autres qualités physiques que j'ai décrites avant. Et donc, en segmentant la préparation physique dans ces 7 différentes catégories, on arrive à se dire, et comme tu le disais avant, de partir d'un aspect plus général et d'aller vers un aspect plus spécifique. J'essaye de garder, si je peux, si j'ai le temps, de garder en gros des facettes de chaque qualité physique à tout temps dans l'année, si on veut. Donc, on peut parler d'intégration verticale en termes de technique, de comment on structure l'entraînement. Donc, on garde un fil, si on veut, de chaque qualité physique tout au cours de l'année. Par contre, il y en aura une, voire deux qui seront accentuées à certains moments de la préparation, suivant voilà, si on est à l'intersaison, si on est en pré-saison, si on est en saison. Toutes ces choses-là peuvent varier, mais je sais, par exemple, je vois, en tout cas moi je l'ai entendu plusieurs fois, de dire mais les 3-4 premières semaines, il ne faut pas faire de vitesse, parce que, etc. Alors, est-ce qu'il faut faire de la vitesse à 100% sur 30 mètres avec des départs lancés? Non, ça on est d'accord. Par contre, est-ce qu'il faut préparer les joueurs pour qu'en semaine 3, 4 et 5, ils puissent faire des départs lancés, des sprints lancés sans se blesser? Il faut commencer à inclure quelque chose dès la première semaine. Et ça va peut-être pas beaucoup ressembler à du sprint, mais pour moi, quand on fait des gammes athlétiques, c'est du travail de vitesse, parce que c'est la fondation technique qui va ensuite nous permettre de développer ces compétences d'accélération et de vitesse derrière. Donc, je pense que je m'arrêterai là. Vraiment, c'est cette catégorie. Essayer de garder un fil tout au long de l'année et simplement mettre en avant une ou deux qualités suivant les besoins de l'athlète ou les besoins de l'équipe ou le temps de l'année. Je vais en profiter pour rebondir justement sur ce que tu étais sur la fin de ton explication. Par rapport à un sujet tristement d'actualité, c'est le post-confinement. Comment est-ce que vous avez géré la reprise avec vos groupes après quasiment 2 mois d'inactivité partielle ou totale en fonction des endroits, puisque géographiquement, on n'est pas au même endroit? La vitesse, c'est notamment une des questions qui est très récurrente. On peut voir là avec les matchs, notamment au football professionnel, que les reprises d'entraînement, il y a pas mal de blessures. Donc, comment est-ce que vous avez géré, Sean, je te laisse débuter cette reprise? Ouais, alors à savoir qu'on n'a pas encore repris, dans le sens où notre saison, la saison actuelle, elle a été terminée, hein, comme beaucoup de saisons. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. On remet les compteurs à zéro et on repart en septembre. On va commencer avec des touchés gentils, mais en format, on touche un peu de ballon et après on fait un barbecue derrière avec les seniors dans les semaines qui viennent. Mais donc ça va vraiment être loisir, on va dire, pour que les mecs se retrouvent. On est un club amateur, on s'entraîne que 2 fois par semaine. Donc, on n'a pas non plus de grosses demandes de ce côté-là. On n'a pas de compte à rendre, si on veut, au niveau performance demain. Donc, on a cette flexibilité de commencer gentiment. Donc, on va commencer avec ça dans les semaines qui viennent. Et quand on va arriver pour la saison prochaine, on a prévu un départ de pré-saison, on va dire, le 20 juillet, en prenant en compte qu'on commencerait normalement le championnat le 12 septembre. Et mon idée sur les 2 premières semaines, en tout cas, c'est d'avoir quelque chose de très, très simple, surtout pour les gens qui n'ont rien fait. Parce que quand on travaille avec une équipe, il faut toujours se mettre au niveau, au dénominateur commun, dans le sens où on ne peut pas faire la programmation pour le mec le plus fit dans l'équipe. Il faut que ça prenne en compte, surtout dans un cadre amateur, il faut que ça prenne en compte même les gars Et quand tu es un prépa pour peut-être 40 gars, tu ne peux pas faire des programmes individuels sur 1 heure de temps. Donc, il faut que ton programme il soit adapté par rapport à ça. Et donc, on va commencer super gentiment. Les 2-3 premiers entraînements, ça va être très restrictif au niveau des terrains, restrictif au niveau des distances. Il ne va pas y avoir de contact, il ne va pas y avoir d'impact, bien sûr. Aussi penser à, et ça c'est JB qui avait lancé l'idée il y a 1 semaine ou 2 sur son Insta, si je ne me trompe pas, parler de quelles chaussures. Parce que même si les mecs sont allés faire leur jogging et leur course pendant le confinement en basket, le jour où ils vont remettre les crampons, la semelle, c'est pas la même. Les forces qui sont, on va dire, demandées ou imposées sur le bas de la jambe, sur le mollet et sur le tendon d'Achille sont pas les mêmes. Et donc de passer de j'ai fait mon footing en basket à on va faire 3 heures d'entraînement sur un terrain avec des crampons, ça va pas être la même chose sur les pieds. Donc essayer de penser à cet aspect-là aussi. En gros, mettre le plus de contraintes possible sur l'équipe pour que la progression se fasse naturellement et sans qu'il y ait de casse en chemin. Parce que si je leur dis vous avez un terrain et on fait du 7 contre 7 et puis on s'envoie, ça va pas durer très longtemps. Mika, est-ce que justement tu as plus de contraintes par rapport à ça, à la performance sur la fin d'année? Est-ce que vous travaillez déjà le début d'année prochaine? Comment ça s'organise? Alors déjà là, comment nous on a géré le confinement en fait en lui-même. Dès qu'on a su qu'on devait rester à la maison, j'ai envoyé un mail avec une programmation à toutes les filles. Donc que ce soit, là j'ai, on va dire, étendu un petit peu, c'est-à-dire que la première était le groupe senior, parce
Il y a dans le groupe senior, il y a l'équipe 1 et l'équipe 2. Le groupe senior, dans son entité, a reçu le mail de cette planif et je l'ai également envoyé à la catégorie féminine U18, donc les cadettes, pour qu'elles puissent profiter et bénéficier aussi de cette programmation. Ce que j'essaie de mettre en place, c'est vraiment un suivi semaine après semaine. C'est-à-dire que ce que je leur proposais, c'était que le samedi et le dimanche, on faisait des entretiens vidéo pour voir comment la semaine s'était passée, s'il y avait eu des douleurs, s'il y avait eu voilà, quelque chose sur la semaine. C'est très dur et je pense que l'aspect motivationnel a joué un rôle hyper important en fait, parce qu'il y a des personnes qui s'entraînaient quasiment tous les jours, qui sont passées à ne pas s'entraîner du tout, parce que le fait de se retrouver tout seul à la maison, ça a joué énormément. Donc voilà, nous on a un petit peu fonctionné comme ça, avec un suivi hebdomadaire. Et ensuite, là, on est en train de commencer à mettre en place, d'organiser la reprise. Les filles reprennent l'entraînement là ce jeudi, donc aujourd'hui. Dans la programmation qu'on a envoyée en fait durant ces 2 mois de confinement, il y a toujours eu, comme tu disais Sean, une dominante de vitesse, parce que c'est vrai que c'est la qualité des reines, on va dire, quand même du rugby et de beaucoup de sports. Donc, et en plus, en sachant que ces qualités-là, si elles ne sont pas entraînées régulièrement, elles se désentraînent très vite et elles peuvent derrière causer de nombreux soucis. Donc en gros, la reprise, en fait, elle va s'articuler. Mais comme je l'ai dit, en fait, la vitesse va être intégrée dès le premier entraînement. Mais quand on parle de vitesse, c'est pas de la vitesse, voilà, de faire des 50 mètres à bloc. Reprendre tranquillement des gammes athlétiques. On avait déjà échangé dessus avec Sean auparavant. Mais vraiment, voilà, tout ce qui va être gainage lombo-pelvien, gamme athlétique, travail de sprint en côte pour limiter les contraintes mécaniques, mais commencer à remettre cette intention vraiment en fait de 100% et le réintégrer. Donc, en fait, voilà, c'est vraiment la contrainte mécanique, donc liée au sprint. La contrainte, les chaussures, en fait, vraiment les réintégrer aussi petit à petit. JB, ce qu'il préconisait, c'était peut-être les réintégrer un quart d'heure en début de séance et faire monter le temps de port de crampons. Ce qui est intéressant et ce qui a été aussi relevé, on a eu une visio avec tous les prépas physiques des clubs féminins avec les prépas physiques référents de la Fédération française de rugby. Eux, en fait, ils sont partis du principe que les filles évoluant dans le 15 de France allaient certainement pouvoir s'entraîner pendant ce confinement. Et avant d'interroger les filles, ils avaient créé, on va dire, entre guillemets, 4 profils. C'est-à-dire que le profil A, le profil B, le profil C, le profil D, en partant du plus progressif au profil D, en fait, où on peut attaquer directement par de la vitesse. Et en interrogeant les filles, ils se sont rendus compte que seules 4 joueuses de l'ensemble du groupe France étaient aptes à être dans ce groupe D. Donc ils se sont dit, ah ouais, le confinement, en fait, il a vraiment eu des effets délétères sur la perf et sur la reprise. Et en fait, ils se sont vraiment refermés. Excusez-moi, hein. Ils se sont vraiment refermés sur le profil A et le profil B. Comme tu disais, Sean, en fait, le but, ça va être vraiment de remettre tout le monde au niveau, qu'on soit hyper fit ou hors de forme. On va partir d'une base, va évoluer à son rythme. Donc, ben voilà, et c'est ce que le sélectionneur de l'équipe de France, Annick Hérault, a dit. En fait, il y avait certains prépas et entraîneurs qui se posaient la question en disant, mais vous n'avez pas peur qu'il y ait un écart de niveau à la reprise? Et elle a très bien répondu, c'est que même en temps normal dans la saison, il y a déjà un écart de niveau entre les filles qui sont internationales et les filles qui jouent en club voilà, sans s'entraîner quotidiennement. Mais il faut vraiment être vigilant, je pense, sur la reprise, sur l'intégration des qualités voilà, neuromusculaires, donc force, vitesse. Et en profiter aussi, je pense, et là, ça va être vraiment sur l'optimisation toujours de la performance. On n'a jamais eu autant de temps enfin du moins nous à Bayonne, mais je pense que c'est partout pareil, on n'a jamais eu autant de temps pour préparer une saison. En général, on reprend l'entraînement début août et les premiers matchs arrivent début septembre, mi-septembre. Donc c'est-à-dire qu'on a 1 mois et demi pour refaire tout le spectre des qualités neuromusculaires, tout le spectre des qualités aérobie et en plus intégrer le travail technico-tactique. Là, on a quasiment 2 mois et demi, 3 mois pour en fait faire peut-être des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire et peut-être au niveau amateur basculer sur un fonctionnement qui va plus se rapprocher du niveau professionnel vu qu'on a davantage de temps. C'est-à-dire que tout ce travail de gamme athlétique peut être combiné à du travail vraiment technique pur pour vraiment laisser le dernier mois de préparation où on va vraiment envoyer, vraiment faire du jeu comme tu disais Sean, par exemple du 7 contre 7,
des jeux réduits et se rapprocher au maximum de l'activité. Donc, je pense que c'est vraiment ça. Les points vraiment à prioriser, c'est reprise du travail de la vitesse, mais très progressif, réintégration des chaussures spécifiques à l'activité, donc là, les crampons, et l'aspect contact que j'oubliais, où voilà, le corps se désentraîne aussi à prendre des pètes, donc ça va être hyper important. Et pourquoi pas faire intervenir un mec qui est spécialisé dans la lutte ou le judo. Je pense que ça pourrait être aussi intéressant. Profiter en fait de cette période qui est un peu plus longue que d'habitude pour justement faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire et optimiser le retour sur le terrain. C'est intéressant, justement, je rebondis sur ce que tu disais sur le développement des différentes qualités, parce que c'est aussi à travers ce sujet qu'on s'était rencontrés, nous, Mika, sur Instagram, et puis avec Sean un petit peu plus tôt à travers les réseaux aussi, sur notamment les interférences, puisqu'on sait que le rugby, c'est l'un des sports les plus concernés par ces problématiques d'être à la fois fort et à la fois endurant. Donc là, avec une période plus longue, on va pouvoir gérer différemment la pré-saison et puis du coup, le fait d'arriver en forme pour le début de saison prochaine, sans forcément entrer dans les détails de ce sujet en particulier qu'on a déjà traité sur nos deux chaînes d'ailleurs. J'invite tous les auditeurs à aller écouter ce que toi tu proposes sur Obsessed Strength. Je mettrai le lien dans la description et puis ça s'affichera quelque part normalement. Ma question, c'est plutôt comment est-ce que vous planifiez vos micro-cycles d'entraînement pour optimiser le développement de plusieurs qualités en même temps? Je te laisse commencer, Sean. Est-ce que tu fais des priorités? Je te laisse répondre. Comment tu optimises ça? Ouais, donc je pense, pour répondre à cette question, le contexte, il est important, dans le sens où, comme je l'ai déjà dit avant, on a une équipe amateur, on s'entraîne 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi soir. En général, 1h30, voire 1h45 de temps à la fois, avec un match le week-end. En pré-saison, j'ai la chance d'avoir j'ai presque carte blanche en termes de ce que je veux faire en termes de prépa physique avec les seniors ici à Nyon. Et j'ai à peu près 1 heure et quart par séance dédiée à la préparation physique en pré-saison, ou en tout cas dans la première phase de la pré-saison. Et donc, c'est pour moi le problème des interférences, pour moi, c'est même pas vraiment un problème dans le sens où on n'a pas le choix. On peut pas se dire il faut travailler la force ou il faut travailler l'endurance. Non, il faut les deux. Et on peut pas dire je vais plutôt faire 2 semaines de juste ça, puis après 2 semaines de juste ça, parce qu'on sait qu'au final la programmation en bloc comme ça à l'ancienne, ça marche pas aussi bien que de tout travailler en même temps. Ça, on le sait. Et malgré le fait qu'il peut y avoir des problèmes d'interférence entre les différentes qualités physiques, et donc le problème devient comment est-ce que je mets la priorité sur certaines qualité physique en fonction du temps de la semaine, par exemple, en fonction du temps que j'ai à disposition, en fonction au niveau logistique, est-ce que j'ai accès à une salle. Par exemple, avec les seniors, je n'ai pas accès à une salle de renfort, je n'ai pas accès à un fitness. Donc, j'ai les mardis et les jeudis soirs, 1 heure et quart de temps pour la pré-saison, et je dois tout faire avec ce temps-là, en sachant que j'ai entre 30 et 45 bonhommes à la fois. Et donc, pour moi, je regarde ma liste des 7 qualités que j'ai décrites avant, et je me dis qu'est-ce qui va payer le plus sur le terrain pour eux. Parce que oui, je pourrais prendre les 7 et diviser les 75 minutes en 7 et dire on va faire 11 minutes de chaque qualité physique. Comme ça, on a tout fait. Et puis moi, je peux mettre des petites croix vertes partout. Tout le monde est content. J'ai fait mon boulot. Maintenant, allez jouer. Et à mon avis, ça ne se passe pas comme ça, dans le sens il y a quand même des qualités physiques qui vont apporter plus que d'autres, au niveau où on est notamment. Et pour moi, ces qualités-là, ça va être… Et encore une fois, sans avoir accès à une salle et sans vouloir faire des burpees et puis des air squats pendant 1 heure sur un terrain, parce que ça, honnêtement, pour moi, ça sert à rien. C'est soit tu le fais bien, soit tu le fais pas, ou quelque chose entre les deux, mais faire, pour moi, ça sert à rien. Il faut que tu aies une raison derrière. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est de me focaliser avec le temps que j'ai. Ça va être focaliser sur le travail de vitesse, parce que ça, peu importe le niveau où on évolue, on peut toujours gagner un petit peu en efficacité de technique de course, on va gagner en économie aussi sur le terrain. C'est un match de 80 minutes, les mecs sont crevés à la fin. Donc si on peut gagner même des pourcentages là-dessus au cours de la saison, ça va être bénéfique. Ça va faire la différence dans le jeu aussi, hein. On sait que la majorité des grosses actions qui mènent à un essai, il va y avoir un sprint à un moment donné dans ce cadre-là. Donc c'est pas comme si on allait jogger pour marquer un essai à chaque fois, ça c'est clair. Donc moi je vais mettre ça en avant quoi qu'il arrive, ça va être on va dire l'élément central de ce que je fais, en comptant qu'il y a un échauffement avant,
des gammes athlétiques qui, pour moi, amènent quelque chose au travail de vitesse et ensuite le travail de vitesse. Derrière, je vais me focaliser sur, on va dire, la qualité qui est presque opposée, mais qui va dans le même sens. Ça va être l'endurance ou le cardio, le conditionnement pour le rugby. Donc, je vais utiliser en général des fractionnés, mais pas dans le format, on va dire, intense que le fractionné veut généralement dire, dans le sens où c'est des courses qui sont basées sur la qualité de la foulée, à des vitesses environ de 70% en général, qui nous permettent d'avoir un transfert quand même sur les sprints après, à savoir que quand on jogue, quand on fait un footing, la façon dont on pose le pied, la façon dont on recrute les ischio-jambiers, la force qu'on impose sur le bas de la jambe n'est pas du tout le même que sur une course à 70%, à 90%, à 100%. Donc pour moi, le plus on peut se rapprocher de ce qu'on va devoir faire sur le terrain pour gagner des matchs, le mieux, le plus préparé on va être. Donc c'est fractionné, la vitesse de course pas très haute, focalisé sur la technique, avec des temps de repos suffisants pour accumuler un volume qui est quand même intéressant au niveau de la séance. Parce que c'est bien joli de faire des 15-15 pendant 3 minutes, mais après, tu regardes au niveau des mètres que tu as couru au total, tu n'as pas fait grand-chose. En sachant que, en général, si je ne me trompe pas, dans les matchs amateurs, le temps effectif de jeu, c'est entre 20 et 25 minutes. Si on regarde vraiment balle en jeu et que ça roule. Donc, si moi, j'arrive à tenir mes mecs sur une séance d'à peu près entre 20 et 25 minutes, peut-être même 30 minutes, avec une structure qui va ressembler en termes de demande énergétique au jeu, on va être pas mal. Donc, vitesse, cardio et après, surtout dans cette pré-saison, travail de gainage, renforcement de la sangle abdominale au niveau des fessiers aussi, et aussi introduire ce travail de contact. Donc, j'essaie de faire la différence entre contact et impact, dans le sens où le contact est déjà en format rapproché, on va dire, donc plus orienté type lutte, alors que l'impact, ben là, c'est les plaquages, là, c'est arrivé avec de la vitesse. Et pour moi, c'est pratique de diviser l'aspect, on va dire, corps à corps dans ces deux catégories pour pouvoir établir une progression, justement, comme on reprend après beaucoup d'inactivité, de pouvoir faire ces deux choses-là. Et donc, c'est vrai que je n'ai pas du tout mentionné le renforcement lourd, par exemple, simplement parce qu'on n'y a pas accès et ce n'est pas pratique dans une petite salle à laquelle on pourrait avoir accès, mais pour moi, ça ne sert à rien d'aller faire une série de squats et puis après d'aller sur le terrain. Autant rester sur le terrain et le faire bien que d'essayer de tout faire en même temps. Et tout ce qui est des sauts et de la pliométrie, etc., ça va faire partie de tout ce qui est des gammes de course, ça va faire partie de la vitesse. Quand tu travailles la vitesse, eh ben, en gros, c'est de la pliométrie extensive, si on veut le décrire comme ça. Et donc, ouais, pour revenir un peu à ta question originale, l'interférence pour moi, j'y pense pas nécessairement dans le sens où c'est pas vraiment applicable dans la situation dans laquelle je suis. Si j'avais 3 entraînements par semaine avec les gens avec qui je travaille, 3 entraînements par jour, 2 ou 3 fois par semaine avec les mecs avec qui je travaille, là, on peut commencer à peut-être creuser un petit peu plus et à se dire, ah là, c'est peut-être important de structurer comme ci ou comme ça parce que, mais en gros, avec le temps que j'ai, il faut que je fasse au mieux et pour moi, les interférences, c'est pas vraiment une des priorités dans ce sens-là. Oui, tu as raison de mettre le contexte, c'est prioritaire justement dans cette question. Toi, Mika, avec certainement un nombre d'entraînements plus important, comment est-ce que tu gères ce problème? Nous, en fait, avec les filles, on se rapproche plus du modèle professionnel, on va dire. C'est-à-dire que les filles ont 2 à 3 entraînements rugby par semaine en fonction de si le match a été le samedi ou le dimanche. C'est-à-dire que si le match a été le dimanche, l'entraînement du lundi est parfois laissé de côté. Mais voilà, partir déjà sur 2-3 entraînements semaine rugby, plus les 2 autres jours, en fait, des séances de musculation. Donc, en gros, on leur demande de s'entraîner tous les jours, plus le match le week-end. Donc, c'est quand même un sacré rythme, sachant que les filles ont tout un boulot à côté et ne sont pas payées. Donc, voilà, ça, c'est quand même le point qu'il faut relever parce que c'est vrai que c'est comparé aux garçons, un milieu qui est, voilà, on demande du haut niveau, mais derrière, voilà, toutes les structures, tout est mis en place. Mais au final, l'acteur principal, c'est la joueuse. Et en fait, on a voulu dire de venir s'entraîner tout le temps. Si derrière, il n'y a pas quelque chose en contrepartie, ça va être compliqué de la garder, on va dire, concentrée toute l'année et concernée. Et chose qui est tout à fait humaine. Hein. Ça, je le conçois tout à fait. Après, en termes d'interférence, donc en fait, nous, on est à Bayonne, on est deux prépas. Il y en a un qui s'occupe vraiment du terrain. Moi, je m'occupe de l'aspect musculation. Dans la séance de musculation, la première est le mercredi soir, du moins l'année dernière. Elle était le mercredi soir et le vendredi soir. Donc, souvent, J-2
au J-1 du match. On ne peut pas forcément travailler vraiment des qualités spécifiques. Moi, je ne me posais pas forcément de questions. Je savais que c'était la seule séance de musculation de la semaine. Je ne savais jamais combien de filles j'allais avoir. J'avais ma séance qui était programmée et en fait, je visais une qualité qui était neuromusculaire, en fait, tout simplement. Comme tu dis, Sean, en fait, le terrain, il est vraiment là pour travailler les aspects technico-tactiques, l'aspect aérobie. Je pense que si on a l'occasion d'avoir déjà une sollicitation neuromusculaire dans la semaine via la musculation, faut pas se poser de questions. On fait un entraînement full body, un exo poussé, un exo tiré, un exo jambe. On peut mettre un petit peu de plio, on en profite pour justement faire ce qu'on n'a peut-être pas le temps de faire sur le terrain, donc tout ce qui va être renfort épaule, renfort cervical, proprio cheville, genou. Ça se contente vraiment au strict minimum, mais il ne faut pas partir dans des trucs farfelus si on a très peu de temps en fait. Il faut aller vraiment à l'essentiel. Donc après, pour revenir sur le phénomène d'interférence, vu que c'était la question, moi je rejoins tout à fait Sean. Le rugby était un sport d'interférence. Donc du moment où on fait ce constat-là, la solution, elle est vite trouvée. C'est-à-dire que si on a des phases vraiment où on a par exemple un joueur qui est blessé, on peut peut-être se permettre, parce qu'on va peut-être avoir 6, 7, 8 mois pour vraiment optimiser, parce que au final, c'est ça, en fait, on cherche à optimiser le travail. On ne va pas rendre un joueur de rugby, on ne va pas le rendre champion du monde ou passer de fédéral 3 à top 14 parce qu'on a dissocié le travail. C'est pas ça la vérité. Le sport en lui-même est un sport d'interférence. On va demander d'avoir des phases statiques à force max, voire même à excentrique max. Et derrière, à faire des courses de 20-30 mètres à pleine vitesse, sauf qu'on va avoir la tête, on va avoir les étoiles, on va avoir les jambes gorgées, et on va avoir 30 secondes de récup et il va falloir repartir sur la même chose. Est-ce que la solution, c'est peut-être pas se rapprocher au maximum des efforts rugby sur le terrain, et quand on a l'occasion et qu'on a la chance de pouvoir rajouter du renforcement spécifique, une sollicitation vraiment par la musculation et cibler la qualité principale, comme Sean l'a dit, en fait, la première, c'est la vitesse. Donc, cibler vraiment les qualités neuromusculaires en salle et cibler les qualités vraiment propres au rugby sur le terrain, de mon point de vue. Je rebondis sur ce que tu disais, Sean, justement. Du coup, tu parlais de course à 70%. Est-ce que c'est 70% de VMA? Est-ce que c'est 70% de vitesse max? 70% de la vitesse sur la distance qu'on va parcourir. Et ça, je le fais honnêtement, je le fais pas avec un chrono, je le fais pas avec des chiffres parce que j'ai 45 mecs qui ont des habilités qui sont complètement différentes et donc c'est au ressenti et je leur mets le plafond à 70-75%. Et en général, je dois les freiner parce qu'ils ont l'habitude de faut toujours faire tout très très vite. Mais au final, qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce que c'est juste la vitesse? Non, là on travaille pas la vitesse, on travaille la qualité de course à une vitesse respectable qui va avoir un transfert sur toutes nos courses rapides ensuite sur le terrain et qui va en même temps développer notre fondation aérobie, si on veut, d'endurance pour le match. Donc, moi, je mets simplement le plafond à 70%. Je dis, les gars, vous faites un effort qui est à peu près 7 sur 10. Si à la fin de la séance, vous êtes cramé, vous n'arrivez plus à parler, vous allez certainement un petit peu trop vite. Et donc, il y a pas mal d'autogestion de la part des mecs en eux-mêmes. Mais ouais, en général, je dois les freiner plus qu'autre chose parce qu'ils ont l'habitude de tout faire très très vite. Et au final, sur on va dire, cet aspect-là ou sur cette méthode-là qu'on utilise, c'est pas nécessairement ce qu'on recherche. Je posais cette question justement pour ça, pour faire la transition sur la question suivante, qui est une question assez complexe dans le sport collectif. C'est comment est-ce que vous gérez vos évaluations de performance? Moi, c'est une part sur la chaîne à travers une playlist. Il y a une question un peu centrale du projet prépa et performance. On voit beaucoup de clubs qui font des évaluations en pré-saison parce que aussi dans les systèmes de formation, que ce soit en STAPS, en BP, etc., on nous dit qu'il faut faire des évaluations, mais finalement, plus forcément en refaire au cours de la saison parce qu'on ne sait pas quand les placer, quand est-ce qu'on a le temps sur Transport Co. Donc, quelque part, est-ce que ça vaut le coup de les faire en amont? Donc, j'aimerais bien avoir vos avis là-dessus. Mika, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors déjà, je vais partir, je pense, de moi, ma pratique, ce que j'ai vécu en tant que joueur professionnel et même en tant que joueur amateur. De toutes les saisons que j'ai jouées, chaque début de saison, j'ai fait les tests, que ce soit muscu, donc les fameux 1RM, les tests VMA, et je les ai fait à chaque fois une fois dans l'année. Et derrière, dans la saison, plus rien. C'était celui qui avait la plus grosse en début de saison et terminé. Donc,
Donc là, ça, c'est ce que j'ai vécu. Après, ce que je fais, donc vu que là, je suis uniquement sur la partie musculation, les filles, je les teste pas. En début de saison, je les teste pas parce que déjà, ça fait que très peu de temps qu'on a intégré la musculation auprès des filles. Donc déjà, il y a tout le travail technique à faire, l'apprentissage des mouvements. Et encore, comme je te dis, en fait, il faut aller très vite. Donc des fois, tu squeezes un peu la qualité du mouvement parce que tu es quand même dans la performance, même si on ne devrait pas logiquement. Les filles, je les teste pas parce qu'en fait, on va avoir un mois et demi jusqu'au premier match. Si on voudrait vraiment faire un travail de qualité, faudrait les tester dès la première semaine. Derrière, programmer toutes les séances en fonction de ces tests pour arriver en fait au point vraiment au plateau de forme sur les premiers matchs de la saison. Et chose qui n'est pas vraie et qui n'est pas possible de faire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec ce retour de confinement. On a l'occasion justement de pouvoir reprendre un peu plus tôt, faire justement cette base, que ce soit une base de force et une base aérobie pendant un mois et demi, donc en intégrant du travail de force endurance, après commencer à la réintégrer sur le travail d'hypertrophie, le travail derrière de courses, comme Sean disait, avec ces fameuses courses tempo, qui vont se rapprocher des sprints tempo. Et pourquoi pas derrière planifier des tests pertinents, programmer derrière le cycle de travail juste avant le début des matchs. Là, oui. Derrière, faire des tests pour juste dire on fait une journée de test ou aujourd'hui, en fait, on va mobiliser les joueurs ou les joueuses sur 1 heure parce qu'ils vont être à bloc et ils vont vouloir faire mieux que le copain d'à côté. Et derrière, en fait, moi, je me suis posé la question, en fait, en milieu de saison, mais on ne refait pas de test, on ne fait rien. On a 3 mois là sans match, enfin, ou 2 mois, on ne fait rien. Donc, bon, le principe des tests, il est bien, à condition derrière de l'utiliser. Il faut qu'en plus que les tests soient pertinents. Un test d'Aneval, par exemple, je ne sais pas s'il sera forcément pertinent pour une activité rugby. Donc voilà, si j'avais à m'occuper de la partie muscu, de la partie terrain, dont j'avais dit on en avait discuté avec Sean, je partirais des travaux de Martin Buchheit avec le 30-15 IFT, qui est, je pense, vraiment pertinent sur tout ce qui est sport co. Et derrière, le calibrer. Donc, c'est-à-dire que ce test-là, en fait, il va arriver peut-être un mois et demi, un mois grand max, avant le début de la saison. C'est-à-dire qu'on a un cycle de 3 semaines où derrière, on va pouvoir mettre du travail intermittent combiné à du travail à jeu réduit, où là, par contre, on va être vraiment dans l'activité pure. Et derrière, après, on peut intégrer le travail technique qui a été fait juste avant. Mais c'est vraiment la progressivité qui doit être primordiale, la pertinence aussi, parce qu'on sait aujourd'hui que se baser sur la répétition, même si pendant des années on l'a fait et que voilà, ça a très bien marché pour les sports de force et tout ça, mais on sait très bien que la force max, en fait, elle change d'un jour à l'autre. Donc si on a la chance d'utiliser par exemple des capteurs de puissance qui peuvent nous donner un retour direct, là oui, là ça peut être vraiment intéressant parce qu'on reste dans la logique de ce qu'on a dit au tout début de la vidéo. En fait, c'est que l'activité spécifique doit rester prioritaire sur le travail en musculation. C'est-à-dire qu'on va vraiment adapter le travail en musculation par rapport à sa forme du jour. Et derrière, en fait, on va être beaucoup plus performant sur le terrain ou si on a un entraînement derrière que si on se base d'un max qui a été fait il y a 2 semaines où on était plein gaz. Et en fait, 2 semaines après, on est au fond du sac. Et en fait, on va se retrouver de bosser à notre 90% par exemple du jour. On va se retrouver peut-être à bosser à 95, 96%. Et là, la différence, en fait, elle est énorme. Et le risque de blessure, il est accru. Donc voilà. Donc pour revenir à ta question, les tests, oui. Si on peut le replanifier dans la saison et peut-être voir l'évolution aussi, parce qu'un test sert à soit calibrer le travail, soit avoir un état de forme, et surtout être pertinent dans ce qu'on va proposer, parce que c'est toujours pareil en fait. C'est ce qu'on a dit, c'est un métier quand même d'adaptation. On va pas aller faire nager des mecs qui courent sur un terrain de rugby, tu vois. Non, voilà. Mais je pense que c'est intéressant à véhiculer comme message, parce que j'ai reçu pas mal justement de messages de gars qui me posaient la question. Je travaille en prépa physique amateur et du coup, je fais pas forcément d'évaluation. Est-ce que je suis complètement dans le faux? Est-ce que ça veut dire que ma démarche, elle n'est pas pertinente? Mais là, on peut voir que en fonction des niveaux, voilà, ça reste aussi une problématique. Ça veut dire prendre des données, ça veut dire aussi comparer des données, donc organiser à plusieurs reprises des évaluations, ce qui n'est pas toujours faisable, surtout quand on a des contraintes d'organisation liées par rapport au club, parce que la préparation physique, c'est pas non plus l'entraînement, donc c'est pas la priorité pour les joueurs pour qu'ils soient compétitifs. Encore une fois, c'est le rugby qui restera l'objectif final et pas la musculation ou le travail de vitesse.
Et tu parlais des capteurs de vitesse, justement, qui peuvent être… je ferai prochainement une vidéo sur les profils charge-vitesse, qui peuvent être des bonnes alternatives à l'évaluation à proprement parler, pour pouvoir comparer plus facilement au sein d'une séance que de se rapprocher de sa RM et potentiellement amener plus de fatigue neuromusculaire. Toi, Sean, comment tu traites également ce sujet des évaluations? Oui, je crois que je vais beaucoup dans le sens de ce qu'a dit Mika avant. Il faut pouvoir justifier ce que tu fais en tout temps, en tant que, peu importe ta profession et surtout dans le monde de la prépa, tu as des comptes à rendre, tu as un certain temps qui est donné pour faire ton travail et au final, il faut qu'on voit quelque chose sur le terrain pour dire ah, ton travail a été, on va dire, a eu un effet positif sur l'équipe. Euh, c'est intéressant parce que pour moi, les tests, c'est presque un petit peu la raison de vivre du prépa physique, dans le sens où pour justifier que ce que tu as fait, c'était valable, faut que tu puisses le montrer. Et c'est difficile de dire, écoute, on a fait tout ce travail de prépa physique et maintenant, est-ce que ça s'est transmis sur le terrain? Est-ce que ça s'est retranscrit sur le terrain ou pas? C'est dur d'évaluer des fois, de dire, ouais, mais regarde, il a 2 km/h de plus sur sa Vmax. Ouais, mais il est toujours à la rue pendant le match. Donc, est-ce que ta prépa, elle a servi à quelque chose? Donc, en même temps, les prépas, je pense, souvent utilisent les tests pour, on va dire, garder leur job, dans le sens où j'ai fait tous ces tests. Après, on a fait la prépa et après, on a refait les tests. Et regarde, ils sont mieux après qu'avant. J'ai fait mon job. Merci beaucoup. Au revoir. Ça marche dans des contextes où, comme a dit Mika, où tu as beaucoup de staff, où tu as beaucoup de temps avec les joueurs, les joueuses, parce que tout le temps que tu passes à tester, c'est du temps que tu passes pas à t'entraîner. Et pour notre pré-saison, on a peut-être 6 semaines, peut-être 7 semaines, donc ça fait 12 voire 14 entraînements. Si j'enlève déjà 2 entraînements complets pour faire que des tests, ça fait un beau pourcentage du total d'entraînement qu'on a à disposition pour des choses qui, en fin de compte, est-ce qu'elles vont nous servir? C'est aussi ça, comme tu as dit Mika, est-ce que les tests sont pertinents? Est-ce qu'ils te servent à quelque chose? Est-ce que tu vas pouvoir dire, je vais faire le 30-15 d'ailleurs, qui je pense est le plus adapté, on va dire, aux demandes du rugby, malgré le fait qu'en soi, ce soit quand même très différent des demandes du rugby, c'est ce qui se rapproche le plus. Si on devait en choisir un qui serait le plus proche, moi, je choisirais celui-là aussi. Par contre, ce que j'ai fait avec mon équipe, c'est que j'ai choisi un demi-cooper, ce qui est un 6 minutes en continu. Pourquoi? Parce qu'on a une piste de 400 mètres juste à côté du terrain, qui est magnifique, qui permet d'avoir un standard qui est très, très simple à reproduire. Il n'y a pas de mise en place. C'est littéralement moi avec mon chrono et ma fiche. Et il y a 40 mecs qui courent en même temps. Ça dure 6 minutes, après un bon échauffement, bien sûr. Mais en gros, en 15 minutes, j'ai les datas pour tout le monde. Et ceux qui ne sont pas là un jour, ils le font le jour d'après. Ils peuvent même le faire tout seul aussi. Après, là, il y a des questions de tricher, machin, mais ça, c'est pas mon problème. C'est eux qui se trichent, c'est pas moi. Et donc, j'ai choisi ce test parce que c'était le plus simple, parce que ça donnait une base de travail, une base de comparaison. Et donc, la saison dernière, on l'a fait en début de pré-saison. On l'a fait à la fin de la pré-saison avant le début du championnat. On l'a refait à la fin de la saison régulière en fin novembre. Et on l'a refait après la prépa d'hiver en mars, la semaine avant que le Covid casse tout. Et ça, c'est une chose qui est ressortie quand j'ai fait le petit questionnaire de retour sur la prépa avec les mecs, c'est qu'on n'a qu'un test qu'on fait en prépa physique, parce que honnêtement, c'est le seul que je peux justifier en termes de prise de temps. J'adorerais faire des tests de vitesse avec mes 45 mecs, mais ça va me prendre combien de temps et à quoi ça va me servir derrière? J'adorerais faire on fait tous un gainage pendant 1 minute ou 2 minutes avec les mains qui se lèvent, les pieds qui se lèvent. C'est juste qu'en fin de compte, au niveau logistique, ça n'a pas de sens. Et derrière, est-ce que ça nous donne des infos qui sont intéressantes pour avoir un transfert sur le terrain? On peut en débattre. Mais rien que le fait d'avoir fait ce demi-cooper, donc ce 6 minutes, 4 fois dans l'année, les mecs qui sont revenus, il y en a pas mal qui ont dit c'était super cool de faire un test et de le refaire à intervalles réguliers, simplement pour se jauger par rapport à nous-mêmes et par rapport aux autres aussi, de voir entre guillemets un petit peu l'état de forme. Pour moi, c'était intéressant de le faire fin de la pré-saison et fin de la saison régulière aussi, parce que la plupart des mecs qui ont joué 80 minutes par week-end, ils étaient plus fit en décembre qu'ils ne l'étaient à la fin de la pré-saison. Ce qui me dit que on n'a pas nécessairement besoin de faire beaucoup de physique en saison, parce que le jeu s'occupe de ça, en tout cas à notre niveau. On est d'accord que quand tu évolues à d'autres niveaux, c'est différent. Mais à notre niveau, la saison de match, plus les entraînements 2 fois par semaine, c'est suffisant pour maintenir, si ce n'est améliorer, on va dire, le conditionnement des joueurs. Donc moi, j'ai pas besoin de dire mais moi il me faut 1 heure par semaine pour faire du cardio en plus parce que les mecs, etc.
Non, maintenant, je sais, je peux dire non, regarde, ils sont tous plus fit après qu'avant. Donc, autant laisser le rugby faire ce qu'il fait bien. Et encore une fois, je fais juste des piqûres de rappel de vitesse une fois par semaine parce que pour moi, euh, Mika, pour revenir sur ce que tu disais avant, développer les compétences maximales, pour moi, c'est fondamental de développer cette réserve de vitesse et cette réserve de force aussi. Tu parles de renforcement et de musculation. On ne retrouvera jamais les efforts maximaux qu'on trouve sur un sprint max sans ballon, sans terrain de rugby et un RM par exemple en squat ou même un 5 RM en squat. Même dans une mêlée qui est vraiment, vraiment intense, on ne va pas retrouver exactement les mêmes demandes. Et donc, de travailler en supra-maximal, en fait, autant en vitesse qu'en force, parce que si on veut, la vitesse, c'est de la force, mais à très, très haute vitesse. Donc, travailler ces qualités de réserve, si on veut, ça va nous amener énormément et ça va être suffisant pour, considérant le temps qu'on a. Donc, voilà, le test, il est intéressant, mais qu'est-ce que tu en fais derrière, qu'est-ce que tu fais avec les datas derrière? Encore une fois, comme Mika disait, si tu le fais une fois au début de la saison et après que tu le fais plus jamais, ça sert pas à grand chose. Et après, voilà, est-ce que tu peux justifier 1 heure, 2 heures de temps par séance de test? C'est compliqué. C'est compliqué. Je pense qu'il faut choisir, faut vraiment bien choisir le test que tu choisis ou les tests que tu choisis. Et simplement en tant que prépa, tu n'as pas besoin de parler à qui que ce soit. Tu dois pouvoir te les justifier à toi-même. Est-ce que les datas que je vais retirer de ce test m'apporteront plus que de faire une séance d'entraînement supplémentaire? Je crois que c'est ça la question. Et si on peut répondre à cette question convenablement, ben, on peut justifier faire un test. Si on n'arrive pas, je pense qu'il faut juste faire le travail. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. C'est tout un compromis entre le temps qu'on a alloué à la prépa et le temps qu'on pourrait allouer à l'évaluation. Et comme en général, même à haut niveau, c'est du temps qui est très limité, où est-ce qu'on place cette jauge perso à se dire, bon, bah, est-ce que là, on sacrifie un peu de performance pour de l'évaluation ou est-ce qu'au final, vaut mieux rester sur du qualitatif pour la discipline? J'aimerais bien terminer en vous demandant, avec votre expérience de chacun, quels seraient deux, trois bons conseils, j'aime bien poser cette question-là, deux, trois bons conseils pour des jeunes étudiants ou des jeunes à débuter sur le terrain, prépa, coach, qui souhaiteraient se professionnaliser dans ce domaine et justement essayer d'améliorer leur démarche. Je commence par toi, Mika. Déjà, le premier et le plus important, je pense, c'est toujours se former. Rien n'est acquis. La science amène des informations supplémentaires chaque jour. Tu as 10 papiers qui sortent chaque jour, peut-être. Donc, en fait, c'est toujours rester à jour, ne pas rester, je pense, figé sur ce qu'on nous a appris en cours et dire, non, j'ai appris ça, c'est comme ça. Donc, bon, on en parlait un peu au début aussi, mais c'est aussi l'ego humain qui parle. C'est-à-dire que est-ce qu'on a aussi envie de se remettre en question et de dire, ben voilà, ce que j'ai fait pendant 20 ans, en fait, c'est maintenant, on se rend compte que c'est pas vrai et que j'ai été peut-être à côté de la plaque pendant 20 ans. Mais c'est comme ça aussi qu'on évolue et que derrière, on peut être crédible et se remettre, on va dire, au niveau. Et comme je le disais aussi, et en fait, ben, on se retrouve à avoir un échange avec des professionnels. Et du moment où on a le même langage et on va dans le même sens, ben, la discussion, en fait, elle est déjà, je ne vais pas dire gagnée, mais en fait, on peut vraiment enclencher une discussion intéressante. Donc voilà, là, moi, ça fait 10 ans que je suis dans le milieu maintenant. Je me rends compte, cette période de confinement, pour moi, elle a été hyper bénéfique parce qu'en fait, ben, tous les jours, je me suis formé, tous les jours, j'ai échangé avec des scientifiques que je remercie énormément parce qu'en fait, ben, tu te rends compte que, du moins moi, dans mon cas, ce que je te disais, c'est que ce que j'ai appris, au final, je me sers de 20% juste. Et le reste, en fait, c'est beaucoup de théorie, c'est beaucoup de. Voilà. Mais la réalité, c'est le terrain. Entre les méthodes théoriques, les méthodes scientifiques et les méthodes empiriques, je pense qu'en fait, le scientifique tend à se rapprocher plus de l'empirisme, en fait. Parce qu'en fait, c'est le terrain qui parle. Le conseil le plus important, ce serait de tout le temps se former, tout le temps échanger, tout le temps se remettre en question. À la reprise, il y a des choses que je ne vais pas faire, en fait, et que je vais enlever des choses que je faisais, que j'ai faites pendant 10 ans. Donc voilà, mais c'est aussi ça, la beauté du métier, j'ai envie de dire, parce que c'est un métier qui est toujours en train d'évoluer et que si on ne se remet pas à jour, en fait, régulièrement, on est vite dépassé, je pense. Et après, pour rattraper tout le retard qu'il y a eu, c'est très compliqué. Donc voilà, se former, échanger, lire des bouquins,
lire, si on a, ça aussi, on en a parlé aussi, mais JB l'a très bien souligné, c'est que tous les articles et la langue universelle des articles scientifiques, c'est l'anglais. Donc, du moment en fait où on ne parle pas anglais, on a déjà une grosse barrière et une grosse limite sur notre apprentissage. Donc voilà pourquoi on dirait, parce que là je prends le cas de ces dernières années, mais pourquoi on dirait, ouais, en France, en fait, on est nul au rugby parce qu'on est en retard sur les nations comme l'Angleterre, comme la Nouvelle-Zélande, tout ça. Mais en fait, un Français, il est pas plus con qu'un autre. Il sait courir, il sait faire une passe, il sait taper dans un ballon, il sait faire un sprint. Enfin, par contre, la différence va être que les pays en fait anglophones, les premiers articles scientifiques qui vont sortir peut-être demain, ça va être eux qui vont se jeter dessus et ça va être eux qui vont le lire et le comprendre en fait et l'appliquer peut-être dans la semaine qui suit. La différence, elle va vraiment être là. Je pense que la langue, et là je rejoins JB totalement sur cet aspect-là, c'est que la langue, c'est encore une grosse barrière et on se dit encore en France notamment que putain, l'anglais, ça fait chier d'apprendre. Ouais, mais ça fait chier d'apprendre, mais derrière, en fait, c'est évident. Je dis pas que je parle l'anglais parfaitement, mais déjà rien que le lire, parce qu'au final, si on veut un article scientifique, en fait, c'est la lecture, c'est pas le parler. Donc déjà, si on sait lire un minimum, sachant que les articles scientifiques, on leur demande d'être le plus simple possible pour ouvrir en fait le champ de lecture au maximum de lecteurs. Voilà. Donc se former, s'informer et apprendre l'anglais. Justement, toi, Sean, tu as un avantage de ce côté-là puisque tu as vécu une partie de ta vie à l'étranger. Donc, je suppose que tu vas rejoindre Mika sur l'anglais. Quels seraient tes 2-3 conseils que tu transmettrais à des jeunes étudiants, jeunes prépa? Ouais, absolument, Mika, tu as raison, c'est l'anglais. J'ai eu la chance d'avoir un père irlandais, et donc j'ai grandi en parlant anglais et français. Et j'ai vécu 7 ans au Canada, donc j'ai été immergé dans cette culture du sport et de la performance en Amérique du Nord qui est quand même très, très développée. On voit des structures, même au niveau scolaire, qui sont même presque impensables ici à certains niveaux, dans certains sports au niveau professionnel. Donc, je pense il y a beaucoup à apprendre de ces gens-là. Ça, c'est clair. Je pense qu'une une des choses très, très importantes, comme le disait Mika, qui est de continuellement se former et apprendre à se dissocier de nos idées et ne pas être marié à nos croyances parce que les idées, elles changent, les croyances, elles évoluent. Moi, il y a 6 ans en arrière, quand j'ai commencé à coacher, j'avais fait de l'haltérophilie. Je sortais juste de 2 ans d'haltéro en compétition. Donc pour moi, c'était tout le monde une barre à la main et c'est parti. Après, il y a des haltères, on peut faire des trucs avec des haltères, c'est pas mal aussi. Ah, mais j'aime pas les machines. Ah, mais il y a un truc avec un câble. Ah ouais, non, mais ça, c'est pratique pour ça, ça et ça. Ouais, mais tu vois, le cardio, ça sert à rien parce que de toute façon, ah ouais, non, mais en fait, regarde, là, si tu fais ça, 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 en fait, ça joue. Ah, la vitesse, j'avais aucune idée. J'ai commencé à creuser il y a 1 année et demie et il s'avère que c'est une des facettes les plus importantes de ce que je fais maintenant. Donc, je pense être à l'aise ou être d'accord avec l'idée qu'on en sait déjà très, très peu pour commencer, qu'il y a une quantité d'informations infinie à disposition maintenant avec l'Internet et ce que les gens partagent. Il faut continuellement se mettre à jour. Et je pense pour moi, en tout cas, moi, je fonctionne comme ça et je le recommande à ceux qui veulent se former, c'est essayer de produire du contenu, essayer d'écrire en tout cas, essayer de synthétiser ce qu'on apprend. Parce que jusqu'à ce qu'on essaye de le mettre ensemble, de créer notre propre modèle de notre compréhension d'un sujet, on n'a pas vraiment fait le travail. On peut pas dire, ah, j'ai lu un bouquin et j'ai regardé une vidéo sur YouTube et puis t'en as tiré quoi? Ah ouais, il avait dit que ça, c'était bien. Je veux dire, c'est pas suffisant. Donc, si on veut vraiment progresser, il faut, apprendre, il faut absorber l'information. Donc, idéalement, il faut prendre des notes. Ensuite, il faut reprendre ces notes, il faut les réécrire à notre propre sauce en ajoutant ce qu'on connaissait déjà avant et ce qu'on vient d'apprendre. Donc, vraiment tout mettre ensemble pour continuellement évoluer personnellement. Et ensuite, aussi, l'opportunité qu'on a maintenant avec les réseaux sociaux. Et les gens, ils pensent que pour moi, c'est quelque chose de très, très positif. Beaucoup de monde pense que c'est un aspect négatif parce que justement, si on part du principe qu'on est marié à nos idées, c'est un problème de partager nos idées parce que dès que quelqu'un attaque nos idées, il nous attaque nous personnellement par association et donc on se sent attaqué personnellement. Alors que un de mes buts avec le contenu que je crée, c'est justement en gros, mettre mes idées à l'épreuve, mettre mon modèle à l'épreuve. Est-ce que je peux expliquer ce sujet de la façon la plus complète possible et
est-ce que ça a du sens? Est-ce que je vais avoir un retour positif? Est-ce que je vais avoir un retour négatif? Est-ce qu'il y a des trous dans mon processus de réflexion qu'il faut que je colmate d'une manière ou d'une autre? Est-ce qu'il me manque des informations? Et ça, on ne peut pas le faire sans les autres. Et donc, la meilleure façon de le faire, c'est de le partager et de dire, alors ça, c'est ce que je crois être juste maintenant, à l'heure actuelle. Qu'est-ce que vous en pensez, en gros? Et entendre les retours. Ah, ça c'est super, ou ah non, ça joue pas parce que regarde les infos de X, Y, Z. Et donc là, ça me force à remettre les choses en question, à repartir, pas de zéro nécessairement. Des fois, oui. Mais parfois, simplement, il me manque une pièce et ajouter les pièces. Donc, je pense que dans le processus d'apprentissage, pour moi, c'est fondamental en tout cas, et je le recommande à ceux qui veulent vraiment progresser dans ce sens-là. Et un petit peu dans ce sens aussi, c'est pour les jeunes coachs, ceux qui veulent se développer, c'est essayer d'être le meilleur généraliste possible avant de penser à se spécialiser. Parce que on va pas pouvoir mettre en avant nos compétences dans un domaine si on n'a pas déjà de bonnes connaissances dans d'autres domaines. Après, encore une fois, ça dépend du niveau dans lequel on évolue. Mais en général, avant d'arriver dans des niveaux de sport élite, on va passer par des sports amateurs. Dans les sports amateurs, on n'a pas 5 prépas avec un qui fait la vitesse, un qui fait les datas, un qui fait la force, un qui fait la réa avec le kiné. On n'a pas accès à ça. Donc, on doit tout savoir faire. Donc, si on peut tout comprendre pour commencer, ce qui est beaucoup, hein, mais si on peut essayer de comprendre tous les aspects, en tout cas, du sport dans lequel on évolue, ça va nous aider ensuite pour jouer avec toutes ces pièces ensemble et pas partir avec les œillères, en fait, parce que c'est ce qui se passe dans beaucoup de sports et dans beaucoup de staff, c'est que le coach rugby, il pense dans ce sens-là, le prépa, il pense dans ce sens-là, il n'y a aucune communication entre les deux, et du coup, il tire dans des directions opposées et ça ne va pas faire avancer le schmilblick. Et donc, si on peut tous se mettre à niveau, établir un vocabulaire commun avec les personnes avec qui on travaille, même si elles n'ont pas nos connaissances en termes de que ce soit physiologie ou toutes ces choses-là, on doit pouvoir expliquer ce qu'on fait et pourquoi on le fait, on doit pouvoir tous s'aligner là-dessus et on doit pouvoir tous aller de l'avant pour que le travail il soit constructif et qu'on ne soit pas juste en train de, comme je le disais avant, de juste mettre des petits checks pour dire j'ai fait mon boulot et puis je pars de là, quoi. Totalement d'accord avec toi. C'est d'ailleurs pour ça que personnellement, j'ai fait cette démarche de création de chaîne YouTube. C'était aussi pour essayer d'être un peu moins mauvais et de pouvoir partager avec des gens. Et cet échange, tous les trois, en est la résultante. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, Sean, sur les différents réseaux sociaux? Je mettrai ça forcément en description. Ouais, je suis un peu partout, principalement sur Instagram et sur YouTube. Le nom de ma chaîne et le nom de mon compte, c'est Upside Strength. Tu pourras le mettre en lien pour les gens qui auront de la peine à l'écrire. Donc, ouais, je poste principalement sur ces 2 plateformes-là. Et encore une fois, j'essaie de faire ce qui me correspond et j'essaie de communiquer au mieux pour non seulement essayer de faire évoluer les choses dans le monde de la préparation et le monde de la performance et le monde du fitness, mais encore une fois aussi pour mettre mes propres idées à l'épreuve et m'assurer que je vais dans la bonne direction. Tu proposes quelque chose de super diversifié et c'est hyper intéressant. Je recommande vraiment à tout le monde d'aller voir ton travail. Et toi, Mika? Et moi, du coup, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Facebook, sur la chaîne Indar et ta forme. Encore merci à toi et à Sean pour le temps que vous avez pris pour venir intervenir dans ce petit échange. J'espère que ça pourrait être intéressant pour les gens qui travaillent dans le rugby et dans la prépa physique de façon générale. Et on essaie de se retrouver une autre fois sur la chaîne ou sur d'autres réseaux avec grand plaisir. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet échange sur la préparation physique en rugby vous aura intéressé. Encore un grand merci à Michael et Sean pour leur temps et leur sympathie. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut!